On vient d'annoncer le projet de création de 2 commissions de 6 historiens algériens et 6 historiens français qui sont invités à travailler ensemble pour mettre de l'ordre dans toutes ces polémiques, ces débats autour des mémoires coloniales. C'est une initiative qui a été saluée par ceux-là même qui avaient critiqué parfois durement le rapport Stora et injustement. Mais on nous annonce que cette commission paritaire abordera des sujets qui n'ont pas été mentionnés dans le rapport Stora, qui n'a jamais prétendu être exhaustif. Il voulait ouvrir un débat, et de ce côté-là, c'est réussi, même s'il y a des polémiques inutiles. Et on a ajouté le problème des disparus, qui occupe en Algérie, quand on parle de mémoire coloniale, c'est les disparus. Vous avez des retraités dont les parents ont été enlevés à minuit en 1957. Ils ne savent pas ce qu'ils deviennent, ils aimeraient savoir au moins où ils sont enterrés. Vous avez des colonels de l'Aïlen, comme celui de la Wilaya 4, le colonel Si Mohamed Boukara, dont on sait que son corps, après avoir été tué dans un combat, a été retiré par le chef des services spéciaux, colonel Jacquin, qui a essayé de faire croire à un règlement de compte interne à l'ALN de manière à provoquer de nouvelles purges. Mais ça a été un échec. Et lui, il dit, j'ai retiré le corps, on aimerait savoir où il se trouve. Et les anciens de la Wilaya 4 ont commencé à écrire à M. Mitterrand en 1981 pour lui demander l'accès aux archives qui permettent de savoir où il est enterré. Parce que la psychanalyse montre qu'on fait le deuil quand on connaît le lieu de sépulture. Et comme Mitterrand ne répondait pas, ils écrivaient à Daniel Mitterrand, qui était à la tête de la Fondation France Liberté. Pas de réponse non plus. Et même chose avec M. Chirac et Mme Chirac. Donc cette commission, si elle travaille et si ses conclusions sont suivies des faits, ça donnera satisfaction à cette demande récurrente. M. Mesmer, en 1963, a donné gain de cause aux anciens de la Wilaya 3. Il les a aidés à trouver l'emplacement du corps des 2 colonels Amirouche et El Hawass. Qu'est-ce qui empêche la France d'aujourd'hui de faire la même chose pour le colonel Si Mohamed, le commandant Si Mohamed et d'autres? Donc c'est un point positif, même si Stora n'a pas voulu l'aborder dans son rapport. L'autre point, c'est les victimes des expériences nucléaires dans le sud algérien, commencé à partir de 1960 jusqu'en 1966. Or, cette commission, pour réussir, exige qu'un certain nombre de conditions soient réunies. D'abord, il faut constater l'absence totale de communication entre une catégorie d'historiens arabophones algériens et les grands historiens français. L'exemple le plus frappant, c'est celui d'Abou Qasim Saadallah, qu'on appelle Cheikh al-Mu'arrikhin al-Jazairiyin, donc le maître des historiens algériens, et on est à peu près sûr que dans la commission des 6, il y aura des élèves d'Abou Qasim Saadallah, parce qu'il a formé des générations de très bons chercheurs et qui ont écrit en arabe. Ils vont se poser la question, pourquoi Abou Qasim Saadallah, qui a publié 56 volumes, ce qu'aucun historien français n'a réussi à faire, pourquoi continue-t-il à être ignoré? Et il y a une mentalité derrière ça, c'est une sorte de complexe de supériorité qui conduit à négliger tout ce qui se fait en arabe, et en dehors de l'historiquement correct dont les contours sont tracés dans les grandes universités françaises. Donc ça suppose que cette mentalité disparaisse et que une catégorie d'historiens français, qui seront sans doute représentés dans la commission des 6 côté français, renonce à cette prétention de réduire tout historien algérien au rôle d'informateur indigène, comme dit Édouard Saïd, qui mérite, dans le livre, mérite d'être actualisé.
Et donc, si cette mentalité ne disparaît pas, le travail de ces deux commissions sera voué à l'échec. Or, il y a des possibilités de faire avancer les études historiques sans parler d'histoire commune. Les historiens algériens peuvent faire un travail, un rapport où ils montrent leur sensibilité d'Algériens. Toutes les familles algériennes ont des disparus, ont des torturés, ont des shahids. Donc ils ne peuvent pas mettre leur sensibilité dans la poche. Mais ils vont faire un effort d'objectivation, comme on dit. Et si du côté français, on produit un autre rapport enrichi par rapport au rapport Stora, et si on met côte à côte un discours algérien et un discours français sur les mémoires coloniales, on peut espérer un tiers discours qui sera extrait de la confrontation des deux, et ça pourra permettre d'approcher la vérité historique. On ne peut pas trouver toute la vérité historique, mais on peut essayer de l'approcher par ce travail commun qui mérite un sureffort des deux côtés, parce qu'il y avait très peu de communication entre les historiens algériens et les historiens français, en dehors des contacts qu'il y a entre des historiens français qui refusent d'étudier l'arabe et qui ont surtout besoin de traducteurs de l'arabe et d'informateurs indigènes. L'idée d'informateur indigène est un héritage de l'ethnographie coloniale, et il faut rompre définitivement avec ces mentalités si on veut avancer. Et l'idée de création de deux commissions est un pas positif qui a été salué, y compris par les gens qui avaient critiqué durement le rapport Stora. Si l'islam en France est étudié par cette commission paritaire, ça peut vraiment éclairer et permettre d'avancer, puisqu'il y a un legs de l'histoire coloniale qui pèse sur les tentatives d'organisation de l'islam en France. Un seul exemple, c'est l'historique de la mosquée de Paris, dont les promoteurs voulaient rompre avec les mœurs algériennes de la France, c'est-à-dire le dirigisme religieux contraire à la loi de 1905 qu'on a refusé obstinément d'appliquer à l'islam en Algérie, qui était 3 départements français. Or, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les agréments au gouvernement général, à la direction des affaires indigènes. Agrément, c'était un euphémisme pour désigner la nomination par des non-musulmans des imams officiels. Or, on a renoncé à rompre avec les mœurs algériennes à la mosquée de Paris quand on a introduit une clause dans le statut de la Société des Habous des lieux saints, selon laquelle tout nouvel adhérent à la Société des Habous, en dehors des membres fondateurs, devait être agréé soit par la résidence de Tunis ou celle de Rabat, ou par le gouvernement général, où il y avait une gestion policière de l'islam. Et donc c'est ce qui a fait que la mosquée de Paris restait pas représentative du tout des musulmans, parce que c'était le prolongement des politiques musulmanes coloniales. Et ça a duré jusqu'en 62. En 62, la Société des Habous s'est réunie à Alger, en septembre. Elle a élu démocratiquement un nouveau recteur, qui était le Bachar Abou Taleb. Mais quand il est arrivé avec la bénédiction de l'exécutif provisoire du Rocher Noir, et donc du gouvernement français, le recteur nommé illégalement par Guy Mollet a renvoyé le recteur nommé par élection. Et c'est ce qui fait que la mosquée de Paris est restée une zone de non-droit. Et les dernières tentatives d'organisation de l'islam auraient pu être plus concluantes si la mosquée de Paris avait réformé d'abord les statuts de la Société des Habous, et si elle s'était ouverte aux autres sensibilités de l'islam en France. Et donc, les deux commissions peuvent être utiles sur l'islam en France. C'est un sujet qui peut être ajouté, comme on a ajouté les expériences nucléaires et le dossier des disparus.